Des trains dans la guerre, documentaire réalisé par Lucas Manget et Emmanuel Carrère. Des trains où, vous venez de le voir, des familles fuient les zones de combat, des épouses rejoignent des maris devenus soldats, des enfants retrouvent leur mère, des hommes rallient la ligne de front tandis que d'autres en reviennent et tous, dans leur wagon, racontent ici leur guerre, leur quotidien et leurs espoirs. Comment les Ukrainiens vivent aujourd'hui cette guerre déclenchée, voilà maintenant plus de 3 ans par la Russie? Eh bien, nous allons maintenant en débattre avec nos deux invités, présents maintenant avec nous sur ce plateau de Débat-Doc, en commençant par vous, Lucas Manget, bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes donc le co-réalisateur de ce film, vous êtes auteur et réalisateur indépendant, aujourd'hui spécialiste des conflits armés et des questions internationales. Et puis également avec nous, Annie Daubenton. Bienvenue à vous, Annie Daubenton. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante de Radio France, notamment à Moscou et à Kiev. Votre dernier ouvrage s'intitule « Ukraine, l'indépendance à tout prix », disponible aux éditions Buchet-Chastel. On vient de voir ce film, il est bouleversant, émouvant. Encore fallait-il en avoir l'idée de ce train, de ce réseau ferroviaire ukrainien, qui serait le 6e réseau ferroviaire le plus important au monde. Comment avez-vous eu cette idée ? Tout simplement dans un train. J'avais fait quelques séjours en Ukraine et on avait l'idée avec Emmanuel Carrère de travailler ensemble, de faire un film. Et il se trouve qu'une nuit, dans un de ces très longs trains entre Kiev et pour repartir vers Varsovie, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, en discutant avec des gens dans le wagon du train, je me suis dit, mais en fait, il y a un huis clos intéressant dans le train. Tous les trains, qu'on soit dans des pays en paix ou des pays en guerre, ont cette même capacité, comment dire, à nous enfermer un petit peu, à nous protéger. Le train est un symbole de sécurité en Ukraine, mais aussi partout ailleurs. Et les gens se confient. Et je me suis dit, en fait, peut-être qu'il suffit, entre guillemets, de mettre une caméra et d'écouter les récits que font les Ukrainiens dans une multitude de trains. Alors ensuite, on a choisi, avec Emmanuel Carrère, un certain nombre de directions. Et l'idée, c'était plutôt d'aller de Kiev vers les grandes villes du front pour raconter, au travers des témoignages des Ukrainiens, cette guerre. Mais l'idée était de ne pas montrer la guerre, mais de la faire raconter par ceux qui la vivent. Il fallait symboliser l'état d'esprit des Ukrainiens dans ce conflit, déclenché, on le rappelle, en février 2022. En cela, vous avez réussi à obtenir ce que vous le souhaitiez, c'est-à-dire vous avez le sentiment aujourd'hui qu'avec ce qu'on a vu à l'instant, on a une assez bonne idée de ce qu'était l'état d'esprit des Ukrainiens dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur chair, en rappelant que ce documentaire a été tourné en octobre dernier. Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est une photographie de l'état d'esprit des Ukrainiens en octobre dernier. Depuis, les choses ont évolué. Je ne sais pas si on a réussi. En tout cas, on a essayé de donner la parole à des Ukrainiens. Je dois vraiment parole très libre d'ailleurs. Souligner que c'était pas compliqué du tout de faire parler les Ukrainiens. C'est-à-dire que c'était une de nos craintes avec Emmanuel Carrère qui était de se dire, est-ce que les gens vont accepter, dans cette intimité du train où il y a des gens autour il y a à la fois de l'intimité, puis il y a des gens autour de vous, t'as pas forcément envie de parler de choses aussi intimes que des récits de guerre devant d'autres gens. Et en fait, tout le monde nous a dit oui. Aucun Ukrainien que nous avons rencontré a refusé de nous parler. Parfois, l'émotion était telle, par exemple, vous venez de le voir à la gare de Kramatorsk, où les familles se retrouvent puis se défont, puisque les hommes repartent sur les lignes de front qui sont autour de Kramatorsk. Certaines épouses, certains enfants nous ont dit, bien sûr, on va vous répondre, mais laissez-nous quelques instants pour pleurer tranquille. Il y a aussi une volonté de ne pas montrer trop la tristesse. On le voit, j'espère, dans cette gare de Kramatorsk, où il faut souligner que beaucoup des soldats qui sont sur ces lignes de front, certains n'ont jamais été relevés. Et ils ne voient leur famille que 24 heures tous les quelques mois. Et donc, ce sont des rencontres très brèves, très intenses. Et quand les familles repartent vers Kiev ou vers d'autres villes ukrainiennes, en remontant dans ce train de Kramatorsk, il y a quand même aussi le risque de ne pas revoir la personne. Mais à chaque fois, que ce soit à Kharkiv, à Kramatorsk, à Dnipro, les Ukrainiens nous ont parlé longuement de leur intimité de ce rapport à la guerre. Qu'est-ce qu'il vous a raconté, à vous, ce documentaire de l'état d'esprit de cette société ukrainienne? Ce que je trouve extrêmement intéressant dans l'approche, c'est que le train, c'est l'unité du territoire retrouvé. C'est le moment où, quelque part, les différentes pièces du puzzle
qui sont terriblement endommagés en ce moment se retrouvent. Et se retrouvent sous quelle forme? C'est une population qui s'entraide, qui montre son amour, ses difficultés, les horreurs, bien sûr, des tragédies quotidiennes. Mais vous savez, c'est très étonnant parce que depuis la guerre, on parlait beaucoup en Ukraine de l'Est et Ukraine de l'Ouest. Et depuis la guerre, vraiment, l'Ukraine a retrouvé cette unité, aussi étrange que cela puisse paraître. Et la deuxième chose que je soulignerais... Ukraine de l'Est et Ukraine de l'Ouest, avec sans doute ce qui nous a souvent été dit à l'époque, des Ukrainiens de l'Ouest, pour reprendre votre expression, qui se sentaient moins concernés, d'une certaine manière, peut-être. Privilégiés, plus riches. Oui. Et donc là, maintenant, on se tend la main, parce qu'il n'y a pas le choix. Ceux qui sont évacués vers l'Ouest doivent aider et vice-versa. Donc il y a tout un réseau d'entraide. Et l'autre chose qui me semble importante, c'est ce que vous soulignez, c'est cette liberté de parole. C'est-à-dire qu'en guerre ou pas, ou en révolte ou pas, on parle, on dit les choses et on critique et on approuve. C'est une société qui, vraiment, depuis quand même 30 ans, a pris l'habitude d'une forme de démocratie très individuelle, je dirais, d'une certaine manière. Indépendamment du fait que parfois elle critique les institutions, elle en est mécontente, elle se fâche, mais toujours il y a cette liberté de parole qui quand même est en ce moment une dynamique extrêmement importante. Et je crois qu'ils tiennent à cette liberté de parole, d'autant plus qu'ils montrent, ce faisant, qu'ils sont très différents des Russes. C'est-à-dire que le fait de pouvoir critiquer dans un train, en public, Zelensky, peut surprendre au premier abord, parce qu'on est en guerre et qu'ils sont en guerre et que Zelensky est le chef de guerre. Mais en fait, c'est ce qui les différencie. Ils en sont très fiers de la société russe en disant, mais de l'autre côté de la frontière, là, à quelques kilomètres, il est impossible de critiquer Poutine. Enfin, il est possible de le faire, mais en prenant des risques. Oui. La démocratie ukrainienne, elle se manifeste aussi dans cette liberté de parole, dans des endroits publics. Et le fait que Zelensky ait eu une cote de popularité comme tout leader, j'allais dire, du monde démocratique occidental, qui parfois chute, parfois remonte, c'est le signe de ça. C'est-à-dire que on voit cette femme dans le train à la fin qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait Zelensky? Qu'est-ce qu'il fait ?» Évidemment, elle sort d'une des zones les plus bombardées par les Russes au moment où on y était. Elle a tout perdu, sa maison, l'un de ses fils. Et elle critique Zelensky parce qu'elle dit « Mais qu'ils viennent là voir ce qui se passe. » Mais au moins, elle peut le faire. Vous parliez de la société ukrainienne. On pourrait parler d'une société terriblement fracturé au regard de ce film, d'ailleurs, entre évidemment les absents. C'est tout l'inverse. Hein, ceux qui sont disparus à l'occasion de ce conflit, les déplacés, les délocalisés, provisoirement ou pas, du pays. Hein. Il y a eu 7 millions d'Ukrainiens qui ont quitté ce pays depuis le début du conflit. En tout cas, c'est ce que nous disent aujourd'hui les Nations Unies. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont réfugiés en Union européenne. Hein. Environ 6,2 millions de personnes dans l'Union européenne ont été déplacés. Sur la ligne de front, on parle de plus d'1 million de déplacés au gré de l'avancée ou du recul du conflit. Il manque d'hommes aujourd'hui en Ukraine. Vous voyez, ce qui les sauve, c'est le va-et-vient. Et c'est ce que le film montre parfaitement. C'est-à-dire que le va-et-vient aussi avec la Pologne, avec les pays où les familles sont réfugiées, avec toutes les difficultés que ça présente aujourd'hui, parce qu'après 3 ans de guerre, les enfants sont à l'école, intégrés, ont appris les langues, et les difficultés de retour que l'on n'imaginait pas durant les 6 mois ou la première année de guerre. Donc ça, c'est évidemment très difficile. Il y a des tensions, il y a des privilèges infiniment importants, parce que, vous savez, ils rigolent sur ceux qui sont aux terrasses à Kiev ou à Lviv, qui se la coulent douce. Et pendant ce temps-là, nous, on subit les bombardements. Donc, c'est très dur. Il y a toujours... Mais les choses se disent. Et vous savez, pour revenir à ce que vous disiez sur les rapports avec la Russie, une des paroles qui était dite pendant les premiers mois de guerre, c'est surtout qu'on ne leur ressemble pas. Oui. Et donc ça, c'est quand même une notion très importante, qu'on ne leur ressemble pas dans les mœurs, dans les habitudes, dans les horreurs qu'ils nous font subir. Nous, on peut se battre
aussi, et on sait le faire. Mais on ne va pas commettre ces actes d'ignominie qui sont commis par le grand voisin. Il y a la force des hommes qui vont au combat, ceux qui reviennent des zones de combat, puis il y a la force des femmes, parce que les femmes remplacent beaucoup les hommes aujourd'hui derrière le front. C'est la réalité, j'imagine. Elles sont prépondérantes, et dans le paysage, et dans le fonctionnement de l'État. C'est elles qui remplacent les hommes dans les fonctions, comme toujours, en tout état de guerre, dans les fonctions les plus rudes. Conduire les trains, les fonctions qui demandent de la force. Et elles ont repris un rôle de premier plan, qui n'était pas d'ailleurs... c'est une société qui était quand même relativement égalitaire sur ce plan-là. Mais la guerre, bien sûr, a remis les femmes au premier plan, avec malheureusement les difficultés de... comment avoir une vie intime, comment faire des mômes dans cette situation, comment... Vous savez, le gros problème, et ça le film le souligne très bien, c'est l'avenir. Oui. Comment se projeter. C'est ça le plus grand drame. Tout le reste, on peut gérer. Mais se projeter dans l'avenir, c'est vraiment très compliqué. On parle assez peu des disparus dans ce film. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, sur les morts, les disparus, les blessés, il y a très peu de chiffres officiels et les Ukrainiens sont très, secrets sur ce sujet-là, comme la plupart. Le président Zelensky parle aujourd'hui de 46 000 tués. C'est le seul, d'ailleurs, la seule estimation qu'il ait donnée publiquement. 46 000 tués du côté ukrainien et 300 000 blessés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, et on le voit dans le film et on l'a vu dans la réalité, énormément de blessés très graves. C'est-à-dire amputation, paralysie. Dont certains s'expriment bien sûr dans dans ces trains. Oui, parce qu'il faut pas perdre de vue le fait que la particularité du conflit ukrainien, dire un mot des lignes de front, c'est que c'est un mélange assez unique au monde de guerre de 14, donc avec des soldats qui sont blessés dans des tranchées, avec des gueules cassées comme on en voyait il y a 100 ans en France, et d'une très haute technologie avec des drones volants, des drones navals. Voilà, une grande technologie. Il y a donc le nombre de morts, moi je ne le connais pas. Je ne sais pas si celui que donne Zelensky... Personne d'ailleurs ne semble le connaître très exactement, pour être honnête. Le nombre de disparus non plus. Ouais. Ce qui a bouleversé la société ukrainienne et qui a, je pense, à un moment fédéré l'ensemble de la société ukrainienne, c'est les massacres de Boutcha et Irpin. D'ailleurs, dont une passagère dans le train parle en racontant comment elle a écrit sur le nom de ses enfants sur leurs bras, pour persuader que toute la famille allait mourir, pour qu'au moins on connaisse les noms. Massacre de Boutcha en 2022. Hein. Oui, et que tous Irpin et Boutcha, qui sont des villes très proches de Kiev, où il y a eu des viols, des tortures, des massacres, des disparus, ont bouleversé la société. Et par ailleurs, il faut souligner qu'on sait peu de choses, en dehors des combats, de ce qui se passe des gens dans le Donbass. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont prisonniers, donc portés disparus, beaucoup de soldats qui sont portés disparus. Alors là, ces jours-ci, on parle d'un début d'échange de prisonniers qui serait, s'il a lieu, le plus grand échange de prisonniers, 1000 personnes de chaque côté, qui serait le début d'une toute petite base de discussion entre Russes et Ukrainiens. Ce qui veut dire que s'il y en a 1000 là, de chaque côté qui reviennent, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Donc je n'ai aucune estimation, mais il y a beaucoup de disparus, beaucoup de blessés, et les morts, on n'en sait rien. Alors, tout petit espoir, pour reprendre votre expression, peut-être de voir avancer des pourparlers et d'accéder enfin peut-être demain à la paix entre l'Ukraine et la Russie. Néanmoins, de quoi est fait l'espoir exprimé dans ce film du côté ukrainien aujourd'hui, à votre avis? La paix, oui, mais à quel prix? La paix, oui, à quel prix? Ce qui est sûr, c'est que la société n'est absolument pas d'accord pour capituler à tout prix. Céder des territoires, c'est extrêmement difficile, c'est presque inenvisageable. Et donc, on est là dans un moment de scepticisme. En plus, il faut bien dire quand même que les gens savent à qui ils ont affaire du côté de Moscou. Et donc là-dessus, il n'y a pas d'illusion, vous savez. Ils le disent même dans les sondages très ouvertement, tant que Poutine sera là, les espoirs sont infimes. Donc voilà, les espoirs, vous savez, c'était très différent au début du conflit où l'idée était de reconstruire une Ukraine moderne. Un objectif qui n'est toujours pas abandonné d'ailleurs, reconstruire le pays en mieux.
On va éliminer finalement toutes les difficultés qu'on a eues au moment de l'indépendance. Après 3 ans de conflit, les dévastations et l'absence de perspective, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que l'idée, bien sûr, regagner l'Europe, pouvoir s'inscrire dans l'OTAN, mais maintenant on est plutôt en attente de ce qui peut se passer au sommet, d'où finalement d'une certaine manière le regain d'intérêt pour Zelensky, et je dirais d'approbation, parce qu'il est quand même le chef des armées. Regain de popularité très sensible concernant le président ukrainien depuis... Voilà ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, cette entrevue avec Donald Trump, cette manière très particulière dont l'administration américaine a abordé les possibles négociations de paix avec les Russes. Là, regain de popularité très sensible du côté de Zelensky, apparemment. Oui, parce que c'est le représentant de l'État. Et donc, on peut pas critiquer le président de l'État ukrainien. C'est pas possible. Nous, on peut bien sûr dire les pires choses contre lui, mais on le soutient. Dans ce film, tourné, rappelons-le, en octobre dernier, on l'a dit, là, ce n'était pas le cas. Hein. La cote de popularité de Zelensky était bien en dessous de ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui explique peut-être certaines critiques énoncées par un certain nombre d'Ukrainiens que vous avez rencontrés dans ces wagons. Oui, mais parce qu'on était à un moment d'épuisement généralisé de la population, que ce soit les soldats qui se battent sur les lignes de front, dont encore une fois certains ne sont pas du tout relevés parce qu'il y a un manque cruel de soldats, d'une population qui était épuisée, qui ne voyait absolument pas d'issue possible. Et puis, on y était dans une phase de bombardement. Enfin, il y a quasiment plus que des phases de bombardement intensifs aujourd'hui par la Russie de l'Ukraine, mais il y avait une forme d'épuisement, et c'était avant l'arrivée de Trump au pouvoir et le retour de Trump au pouvoir. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, d'abord, c'est pas une critique comment dire, de l'État et il voit en Zelensky de toute façon une sorte aussi de super ambassadeur qui est la personne qui parle le mieux de l'Ukraine à l'étranger et qui tient dans ces négociations. Et ça, ils en sont absolument persuadés, et la preuve leur en a été donnée aux Ukrainiens le 28 février dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, avec cette humiliation organisée et calculée de la part de Trump et surtout de J.D. Vance, le vice-président, à laquelle Zelensky a, d'un point de vue ukrainien, parfaitement résisté et montré qu'il ne capitulait pas. Même chose sur la négociation sur l'accord sur les minerais stratégiques, où au début Donald Trump a dit bon c'est signé dans 24 heures, voilà le document, vous le signez. Et puis non, Zelensky a pris des cabinets d'avocats. Il a travaillé comme un chef d'État occidental, parfaitement clairvoyant et très bon négociateur. Et au final, il y a un accord qui est intéressant pour les Américains, mais qui n'est plus une capitulation. Donc là, Zelensky, évidemment, il porte tous les espoirs. Encore une fois, il n'y a pas, je crois, en ce moment, à l'heure où on se parle, d'espoir de paix, d'accord de paix. Il y a un espoir d'un cessez-le-feu. Après, tout ça peut prendre des années, et les Ukrainiens le savent parfaitement. Je vous laisse 30 secondes pour conclure, peut-être répondre ou compléter ce qui vient d'être dit. Écoutez, ce qui est intéressant aussi de rajouter pour finir, c'est que c'est un État qui documente ce conflit dans le détail depuis le début. Oui. C'est-à-dire, on saura tout. À un moment donné, on est dans cette opacité, nous, effectivement, ce qui se passe dans les territoires occupés, les prisonniers, les morts, les disparus, mais tout sera documenté et tout sera sur la table. Donc là, c'est quand même aussi une grande force de leur part. Ça sera le mot de la fin. Un grand merci à vous. Merci à vous. Vraiment, pour le documentaire que nous venons de voir, que nous avons eu le plaisir de présenter dans cette émission au Débat Doc. Un grand merci à vous deux pour avoir échangé après la diffusion de ce film aujourd'hui dans ce Débat Doc. Vos réactions, ça sera sur #Débat Doc. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa, qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée, à présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Débat Doc. Bien entendu, ça sera avec son documentaire et son débat. À très bientôt.